Alors, bonsoir tout le monde. Bien heureux de vous retrouver pour cette soirée impôt qui va porter plus particulièrement sur les mesures fiscales aux aînés. Alors, pour ceux et celles, là, la semaine dernière, nous avions une présentation sur les nouveautés fiscales en fiscalité. Aujourd'hui, donc, fiscalité et aînés. Et la semaine prochaine, ce sera fiscalité et décès. Pour ceux qui ont manqué notre journée nouveauté en fiscalité, vous pouvez y accéder en allant sur le site de la chaire. Vous allez dans les événements passés, donc site de la chaire, événements passés, et vous allez trouver nos soirées impôts. Et dans les soirées impôts, nouveauté en fiscalité sera là. Et je, je crois qu'on vient même de la mettre là, directement dans le groupe de discussion. Et vous pourrez effectivement réécouter la soirée sur les nouveautés. Il va en être de même pour la soirée fiscalité aînée. Donc, si vous en avez manqué un petit bout, si vous voulez faire réécouter un extrait à quelqu'un, la diffusion, là, on enregistre et vous allez pouvoir la réécouter là, dans la prochaine année sans aucun souci. Alors, je rappelle quand même, avant d'aller plus loin, que cette soirée-là d'information sur la fiscalité est destinée à ceux et celles là, qui préparent eux-mêmes leur déclaration ou qui préparent celle de leurs parents ou amis. Donc, ceux qui sont des spécialistes là, qui font des centaines de déclarations de revenus par année, peut-être que la rencontre est un peu moins appropriée ou en tout cas, vous allez moins apprendre de choses. Puis, la rencontre est offerte par la chaire, comme je vais vous parler dans quelques instants. Puis c'est des enseignants à l'Université de Sherbrooke, là, des passionnés de fiscalité, qui vont passer les prochaines minutes avec vous pour vous expliquer ce qui s'est passé ou comment fonctionne la fiscalité des aînés. Alors, plus spécifiquement, juste vous dire, dans le fond, pourquoi la chaire fait ce type d'activité-là. Donc, on a pour mission de diffuser des connaissances et pour diffuser des connaissances en matière de politique fiscale en général, mais on a aussi des Luc, objectifs. Oui, excuse-moi, Luc, je vais t'interrompre. Il semble oui. que là, il y a peut-être un problème dans la façon dont que la présentation est partagée. Fait que peut-être faudrait que tu arrêtes le partage et que tu recommences pour voir. Cette fois-là, le message semble dire que c'est peut-être chez nous là, le problème. Arrêtez. OK. Bon, il y a quand même des gens qui la voient, là, mais le message qu'on m'a envoyé était particulier, donc j'essaierai ça. Sinon, je vais mettre le lien aussi, le même lien que tantôt qu'on a mis. La présentation est aussi déjà disponible. Le PowerPoint est déjà disponible. Là, c'est sûr que moi, j'ai refait la même procédure et donc, là, on m'offre de reprendre la présentation. Bon, il y a des gens qui voient, Luc, tu peux continuer. Parfait. Merci. Alors, donc, présentation destinée, la chaire pour, dans le fond, améliorer la compréhension des politiques publiques et on a pour mission là, de s'adresser à un large public. Donc, c'est dans ce contexte-là que la chaire s'est lancée dans cette volonté de faire des soirées impôts. Et pour m'accompagner ce soir, je serai accompagné de Chantal Amillot, de Sophie Bélanger, de Caroline Lavoie et de Luce Samoisette. C'est Caroline qui va faire le gros du travail et Chantal, Sophie et moi allons être là pour répondre à quelques questions vers la fin. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc les mesures fiscales qui vont toucher plus celles qui sont liées avec l'âge, les mesures qui sont liées à la retraite, les mesures qui sont liées au maintien à domicile, les mesures qui sont liées à la participation au marché du travail une fois à la retraite ou un peu plus âgé, et ainsi que les mesures de soutien financier. Alors, et le tout sera complété par la période de questions. À vrai dire, on va répondre aux questions que nous avons reçues depuis l'inscription. Lorsque vous vous inscriviez, on vous demandait si vous aviez des questions et c'est à ces questions-là que nous répondrons. Alors, peut-être quelques mots avant d'aller plus loin sur les outils qu'on a. Donc, quand vous aurez la présentation,
vous pouvez cliquer directement sur le guide ici, guide des mesures fiscales, et vous allez accéder au guide des mesures fiscales. Et vous pouvez cliquer ici sur le guide des transitions de vie et vous allez pouvoir accéder au guide des transitions de vie. Alors, je vous dis en 2 mots ce que c'est. Si on commence par le guide des transitions de vie, donc c'est un guide où il y a des mises en situation. On a des situations d'aînés qui continuent de travailler une fois à la retraite, des personnes aînées qui vendent leur résidence et qui s'en vont rester en résidence pour personnes âgées. En tout cas, vous voyez qu'il y a toutes sortes de situations et à travers des exemples, on semble expliquer, on explique un peu qu'est-ce qui se passe comme situation. Dans le guide des mesures fiscales, si on décrit les mesures fiscales, les principales mesures fiscales qui touchent bon nombre de gens, je vais vous montrer ici. Si vous voulez lui accéder, vous pouvez donc cliquer ici, mais vous pouvez aussi directement aller sur la chaire en fiscalité et en finances publiques. Et à la première page, on a le guide. Encore une fois, en évidence, vous pouvez cliquer. Et lorsque vous êtes rentré dans le guide, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 13 onglets et vous pouvez, selon certains éléments, choisir ce qui peut vous intéresser. Donc, l'onglet 7 touche plus particulièrement les aînés. L'onglet 8 touche plus particulièrement les mesures relatives à la santé. Mais vous pouvez aller voir d'autres onglets également. Et dans les onglets, ce qu'on fait, c'est quand on explique la mesure, si la mesure est similaire du côté du Québec et de Ottawa, on l'explique dans la même fiche. On décrit la mesure, les objectifs principaux et on détaille certaines particularités qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre des ordres de gouvernement. Et on donne, par exemple, quelques notions de bon à savoir, etc. Donc, c'est un peu l'esprit, c'est de vous familiariser avec la mesure, comprendre si vous vous y qualifiez ou non. Et là, j'arrêterai et je laisserai Caroline débuter les principales mesures que nous allons traiter aujourd'hui. Parfait. Merci, Luc. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Donc, je vais prendre le contrôle. D'accord. Donc, ce soir, la présentation, les principales mesures qu'on va discuter au fédéral, le crédit en raison de l'âge, le crédit pour revenus de pension, le fractionnement de revenus, le crédit pour aidant naturel, le crédit pour l'accessibilité domiciliaire et le crédit pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Les principales mesures du Québec, bon, on aura aussi là, le crédit en raison de l'âge, revenu de pension, fractionnement de revenus. Là, c'est valide là, dans les 2 paliers de gouvernement, donc je vais les traiter ensemble dans la première partie de la présentation. On verra aussi le crédit pour le maintien à domicile, crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, donc crédit pour la prolongation de carrière, le soutien aux aînés, le crédit pour les personnes aidantes, les frais et aussi là, les frais payés pour les services spécialisés de relève. Donc, ça, c'est des parties qui sont spécifiques, c'est des crédits, des mesures fiscales qui sont spécifiques au gouvernement du Québec. Il n'y a rien d'équivalent au fédéral. Donc, le crédit en raison de l'âge, donc son nom le dit, il faut avoir un certain âge pour pouvoir y avoir droit. Donc, le critère d'admissibilité, le seul critère d'admissibilité, c'est d'avoir 65 ans à la fin de l'année. Donc, je dois avoir eu 65 ans au courant de l'année d'imposition, c'est-à-dire qu'au 31 décembre, j'ai 35 ans. J'ai 65 ans, pardon. Donc, le crédit en raison de l'âge, comme je disais tout à l'heure, il est disponible tant au fédéral qu'au Québec. Les paramètres sont sensiblement les mêmes, sauf que les montants ne sont pas les mêmes. Le montant du crédit n'est pas les mêmes, les seuils de réduction ne sont pas les mêmes, le taux de crédit n'est pas pareil. Donc, il y a des petites différences qu'on va voir dans les prochaines diapos. Des 2 côtés des 2 paliers de gouvernement, c'est un crédit non remboursable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, crédit non remboursable? C'est que pour y avoir droit, pour en bénéficier, je dois avoir de l'impôt à payer. Donc, c'est un crédit qui vient réduire mon impôt à payer. Si je n'ai pas d'impôt à payer parce que mon revenu n'est pas suffisamment élevé, je n'ai pas ce crédit-là. Là. Je veux dire, je ne peux pas en bénéficier parce que de toute façon, je n'ai pas d'impôt à payer. Fait que il ne me servirait pas à grand-chose. Donc, dans les 2 cas, le crédit est transférable en tout ou en partie, donc à son conjoint. Fait que si un des 2 conjoints a un revenu bas, ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer, on peut transférer la partie inutilisée au conjoint.
Donc, les paramètres spécifiques pour le gouvernement fédéral, donc la valeur maximale, c'est de 8 790 avec un taux de crédit à 15 avant l'abattement du Québec. Donc, ça me donne un crédit maximum, une valeur de crédit d'une réduction d'impôt de 1101 tout au plus. Donc, le seuil de réduction commence à 44 325. Donc, on voit sur le petit graphique, là, à 44 325, je suis au maximum. Et là, par la suite, ça commence à diminuer pour ne plus avoir rien, là, être ramené à zéro lorsque le revenu là, atteint un seuil de 102 925. Du côté du Québec, donc un petit peu moins élevé. Donc, la valeur maximale du crédit, c'est 3 798 avec un taux de crédit à 14 %. Donc, ma réduction d'impôt est au maximum 532 $. J'ai également un seuil de sortie, une réduction qui se fait en fonction du revenu. Donc, le seuil de sortie est à 40 925 et mon crédit est rendu à zéro lorsque mon revenu atteint 61 181. Deuxième crédit qui est autant valide au fédéral qu'au Québec, c'est le crédit pour revenu de pension. Donc, le critère d'admissibilité pour avoir droit au crédit, c'est d'avoir un revenu de pension admissible. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, le principal revenu, les principaux revenus qu'on retrouve dans les revenus de pension admissibles, bien, c'est une rente d'un régime de pension agréé, par exemple, ou encore les FER, okay, les retraits de FER. Les revenus de pension n'incluent pas tout ce qui touche là, voyons, comment je dirais ça, ce qui est donné par le gouvernement, la pension de la sécurité de la vieillesse, l'allocation conjoint, supplément de revenu garanti, la rente de la régie des rentes et aussi là, les retraits REER. Donc, encore une fois, c'est un crédit non remboursable là, dans les deux paliers de gouvernement. Les paramètres de chaque côté, fédéral-Québec, donc encore une fois, c'est similaire. Tous les deux, la condition, c'est d'avoir du revenu de pension admissible. Mais on voit que du côté du fédéral, c'est un montant fixe. Donc, dès que j'ai du revenu de pension, c'est 2 000 $. C'est un montant qui n'est pas indexé. Mon taux de crédit est à 15 %. Donc, ça me donne environ 300 $, sauf avant l'abattement. Je n'ai pas de réduction en fonction du revenu. Donc, j'ai un revenu à 15 000 ou un revenu à 150 000. Si j'ai du revenu de pension admissible, je vais avoir le 2 000. Je n'aurai pas de réduction. Et si je ne peux pas l'utiliser faute de suffisamment de revenus pour payer d'impôts, ben, je peux le transférer à mon conjoint. Donc, du côté du Québec, le crédit est de 3 374, applicable avec un taux à 14 %. Et du côté du Québec, bien, on a les mêmes seuils de réduction, le même taux de réduction que pour le crédit en raison de l'âge, qui fait que avec un revenu de 58 920, le crédit est rendu à zéro. Donc, transférable aussi, partageable là, entre les conjoints comme le fédéral. Donc, petite représentation graphique de ce que ça donne. On voit que bien, le crédit du côté fédéral, il est stable, il est toujours à 251 $. 251 $, c'est avec en considérant l'abattement du Québec. Et pour le Québec, bon, la valeur maximum d'économie d'impôt, c'est 472. Et bon, à un moment donné, arrivé à 60 000, là, on n'a plus rien. Là, il est rendu à zéro. Au niveau du fractionnement de revenus, donc ça aussi, c'est une mesure qui est disponible dans les deux paliers de gouvernement. Donc, c'est un choix conjoint entre les deux conjoints. C'est un choix annuel, donc c'est-à-dire que je ne suis pas liée par ce qui s'est passé l'année précédente. Donc, une année, si c'est avantageux, je le fais. L'année suivante, si ce n'est pas avantageux, ben je ne le fais pas, tout simplement. Pour y avoir droit, ben, je dois avoir du revenu de pension admissible, un peu comme le crédit pour fractionnement, pas pour fractionnement, mais le crédit pour revenu de pension, ben, c'est le même type de revenu, donc je dois avoir. C'est-à-dire,
Revenu d'une rente, d'un régime de pension agréé, les FER aussi. Sinon, tout ce qui est pension de sécurité de la vieillesse, la rente du Québec, ces choses-là, ce n'est pas admissible au fractionnement de revenus. Donc, c'est seulement certains types de revenus. Le revenu d'emploi non plus, ça ne rentre pas dans ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est que un des deux conjoints peut transférer à l'autre conjoint qui a moins d'impôts à payer jusqu'à 50 de son revenu admissible. Donc, je ne suis pas obligée de donner à mon conjoint 50 du revenu de ma pension, mais c'est un choix qu'on peut faire au niveau du calcul de l'impôt à payer qui, parfois, donne des économies d'impôt assez intéressantes. Donc, quand on fait le choix, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix conjoint. Il faut être conscient que en faisant ce choix-là, les conjoints sont solidairement responsables de l'impôt qui résulte là, du montant transféré à l'autre conjoint. Au niveau du Québec, une petite particularité, c'est que l'auteur du fractionnement doit avoir 65 ans là, pour pouvoir bénéficier du fractionnement de revenus. Côté du fédéral, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge minimum. L'important, c'est d'avoir du revenu de pension admissible. C'est possible de faire un choix de fractionnement au fédéral et pas le faire au Québec et vice-versa. Donc, je ne suis pas lié, je ne suis pas obligé, puis je ne suis pas obligé de faire le même fractionnement. Je pourrais décider de transférer 50 du revenu de pension au fédéral, mais seulement 10 au Québec. Donc, on peut, c'est pas des choix qui sont mutuellement exclusifs. On n'est pas obligé de les faire tous les deux, puis on n'est pas obligé de faire le même si on fait dans les deux paliers de gouvernement. Qu'est-ce que ça donne exactement, en fait, si on peut visualiser ça sous forme de chiffres, à quel point ça peut être avantageux? Je fais un petit cas qu'on retrouve dans le guide des mesures fiscales. Donc, j'ai pris la situation où monsieur, madame, en 2024, 2 résidents du Québec qui sont âgés de 65 ans et plus, qui ont eu les revenus suivants. Donc, tous les deux ont eu les revenus de la pension de la sécurité de la vieillesse, donc qui était de 8 618 en 2024. Tous les deux ont reçu la rente du régime des rentes du Québec. Donc, monsieur a eu 10 000, madame a eu 6 000. Et monsieur bénéficie d'un régime de pension agréé, donc il y a eu une rente là, pour l'année de 60 000. Donc, ce que ça donne, si on regarde les deux premières colonnes, c'est sans le fractionnement de revenus. Donc, sans faire le fractionnement, monsieur va s'imposer sur 78 618. Donc, c'est tous ses revenus. Et madame, elle, va s'imposer sur 14 618. Comme les revenus de madame ne sont pas élevés, elle n'aura pas d'impôt à payer. Monsieur, lui, tant qu'elle, de son côté, aura 16 394 $ d'impôt à payer. Ce qui fait, pour le couple, c'est le montant là, de monsieur que le monsieur paye, 16 394. Si on fait le fractionnement, j'ai fait la situation où on fractionnait 50 du revenu de pension admissible de monsieur. Donc, dans tous ces revenus que monsieur a eus, il y avait 60 000 de son régime de pension agréé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé 30 000 de revenus à monsieur pour l'envoyer à madame. Donc, monsieur va s'imposer, on vient équilibrer un peu les revenus. Donc, monsieur s'imposera sur un revenu de 48 618, madame sur 44 618. Donc, sans le fractionnement, monsieur avait une partie de son revenu qui était dans le deuxième palier d'imposition. Avec le fractionnement, les deux conjoints sont avec des revenus inférieurs au deuxième palier. Donc, tous les deux sont dans le premier palier. Ce qui fait que pour le couple, dans le fond, monsieur, lui, va se retrouver avec une facture d'impôt à payer de 6 924 plutôt que 16 000. Et madame, elle, qui n'en avait pas à payer, se retrouve avec 5 866. Donc, peut-être que madame va être fâchée parce qu'à la base, elle ne payait pas d'impôt. Là, il faut qu'elle en paye 5 866. Mais si on regarde pour le couple, l'économie pour le couple, c'est 3 600 $. Donc, pour le couple, c'est assez avantageux. Comme madame n'en payait pas et
que là, on en paye, bien, on peut suggérer à monsieur de payer l'impôt de madame. Donc, tu sais, dans le fond, si on ne faisait pas le fractionnement de revenus, c'est monsieur qui payerait tout l'impôt. Donc, en payant l'impôt de madame pour pas qu'elle ait rien à payer, bien, monsieur va économiser là, 3 600 $. Caroline? Oui. Peut-être juste ajouter au niveau du fractionnement de revenus de pension, Oui. On se plaît à dire que vivent les logiciels, n'est-ce pas, afin d'optimiser le montant à fractionner entre le fédéral, entre le Québec. Je ne pense pas qu'il faut s'aventurer à vouloir faire ça à la main. Donc, assurez-vous d'utiliser un logiciel qui va vous permettre, puis lisez le rapport, parce qu'il y a un rapport qui est fait par le logiciel qui vous dit, voici mon rapport de fractionnement, quels sont les avantages, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine là, si on veut maximiser le tout. Oui, exactement, exactement. Puis des fois, bon, le logiciel, pour l'avoir déjà vécu, le logiciel va faire le fractionnement, mais des fois, il transfère 10 $, à l'autre conjoint, tu sais, 10 $ de revenus. Fait que, surtout au Québec, effectivement, ça arrive. Là, des fois, plein de calculs pour 2 $, mais... oui, c'est ça, c'est ça. Faire économiser 2 $ d'impôt, dans ce cas-là, c'est peut-être pas pertinent de faire le fractionnement, mais il y a des situations où c'est très avantageux. Tout à fait. Merci. Donc, on passe au crédit canadien pour aidant naturel. Donc, c'est un crédit qui est disponible pour une personne qui prend soin d'une autre personne. Donc, la personne à charge pour qui, lorsque je veux demander le crédit pour aidant naturel, bien, la personne qui est à ma charge, ça peut être soit l'époux ou le conjoint de fait, ça peut aussi être un enfant mineur ou une autre personne, c'est-à-dire un enfant majeur, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon frère, ma soeur, etc. OK, les personnes qui sont proches de moi. La personne à charge doit être à charge en raison d'un handicap physique ou mental. Donc, ce n'est pas obligatoire que la personne à charge soit admissible au crédit pour personnes handicapées. Mais dans cette situation-là, dans le cas où elle n'est pas admissible au crédit personne handicapée, bien, l'ARC pourrait demander là, une note signée par un médecin qui atteste que la personne a une déficience. Dans le fond, qu'elle est incapable de vivre seule, qu'elle a besoin de support, d'aide pour vaquer là, à ses routines de vie, là, à sa routine de vie. Ensuite, la personne à charge doit avoir résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la loi à un moment donné au cours de l'année? C'est que c'est pas nécessaire que ça soit toute l'année. Donc, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois. De plus, la personne à charge n'est pas obligée de résider avec l'aidant naturel. Dans le cas où l'aidant naturel doit toutefois subvenir aux besoins de première nécessité de la personne à charge. Qu'est-ce qu'on entend par besoin de première nécessité? Bien, doit amener un certain support à la personne aidée là, au niveau du logement, des vêtements, la nourriture, les médicaments, des choses comme ça. Donc, je ne dois pas juste aller chercher, dire je vais chercher ma mère, je l'amène faire son épicerie, après ça, je vais la rapporter chez elle, puis moi, je retourne chez nous. Je ne peux pas considérer dans ce cas-là aider une personne, là, avoir une personne à ma charge. Donc, je dois vraiment l'aider pour ses besoins de première nécessité, c'est-à-dire que je l'aide à payer son logement, je l'aide à payer sa nourriture, je l'aide dans ses soins de santé, je l'aide à des choses de nature récurrente et quotidienne. Donc, la personne aidée, la personne à charge doit avoir un revenu inférieur à 28 041 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le crédit est réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, à partir du moment où la personne aidée, la personne à charge, a un revenu supérieur à 28 041, bien, mon crédit est revenu à zéro. Okay? Et il n'y a plus rien. Le crédit canadien pour aidant naturel, c'est un crédit non remboursable qui est basé sur 2 montants. C'est-à-dire que j'ai un montant supérieur, maximum, qui est de 8 375 et un montant inférieur, maximal, qui est de 2 616. La façon que ça fonctionne, c'est que si je demande le crédit pour mon conjoint de fait, ou mon conjoint, mon époux, mon conjoint de fait, ou une personne à charge, bien, c'est le montant maximal, le montant inférieur que je vais pouvoir demander.
Si le crédit pour aidant est demandé à l'égard d'un enfant mineur, seul le montant inférieur. Oh, je pense qu'il y a une petite erreur. C'est le crédit conjoint pour une personne à charge, seul le montant. OK. Dans les deux cas, si je demande le crédit pour conjoint ou le crédit personne à charge, ou si je le demande à l'égard d'un enfant mineur, c'est seulement le 2616 que je vais pouvoir considérer pour le crédit aidant naturel. Donc, en fait, pour le crédit pour conjoint, personne à charge, c'est le montant de 2616 qui vient s'ajouter au crédit pour conjoint ou crédit pour personne à charge là, qui est 15 705 là, en 2024. Pour l'enfant mineur, quand je le demande à l'égard d'un enfant mineur, ben, c'est 2616 que je vais pouvoir considérer. Sinon, pour les autres personnes, si je le demande à l'égard de mon père, ma mère, une autre personne là, de ma famille, pour lesquels je ne peux pas demander le crédit pour personne à charge, bien à ce moment-là, pour calculer le crédit, on considérera le montant supérieur de 8 375. Autre particularité, c'est que le montant supérieur de 8 375 peut être fractionné. Donc, s'il y a deux personnes qui s'occupent d'une même personne, donc qui viennent en aide dans différents secteurs, ils peuvent se partager le montant. Le montant supérieur maximal est réductible en fonction du revenu. C'est bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, oui, le montant peut être fractionné entre deux personnes, mais si le crédit pour conjoint ou le crédit pour personne à charge admissible est demandé à l'égard de la personne aidée, bien, il y a seulement cette personne-là, ce particulier-là, qui pourra demander le crédit canadien pour aidant naturel. Crédit pour l'accessibilité domiciliaire, donc c'est un crédit qui est propre au gouvernement fédéral. Ça ne fait pas beaucoup d'années qu'il est là, quelques années. Là, donc, c'est à l'égard de dépenses admissibles là, pour permettre à un particulier âgé de 65 ans ou plus, ou encore à une personne handicapée, d'avoir accès à un logement, de s'y déplacer ou d'y accomplir des tâches de vie quotidienne, ou encore de réduire le risque là, que ces personnes-là se blessent dans le logement. Donc, le montant maximum du crédit, c'est 20 000 $, donc jusqu'à 20 000 $ de dépenses admissibles, avec un taux de crédit à 15 % avant l'abattement. Donc, c'est sur les dépenses que j'aurais engagées pour rendre ma maison plus sécuritaire, pour faire en sorte qu'un particulier âgé de 65 ans et plus, ou encore une personne handicapée, là, soit plus à l'aise de se déplacer dans la maison, dans le logement et réduire le risque de blessure. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les dépenses qui sont engagées pour ce crédit-là peuvent aussi être considérées dans le crédit pour frais médicaux. C'est-à-dire, par exemple, si je vais à la diapo suivante, là, je pense que j'ai je n'ai pas celle-là. Je reviendrai. Il y a des dépenses qui pourraient être admissibles aux deux. Par exemple, l'installation, je ne sais pas moi, d'un ascenseur extérieur, par exemple, pour être capable de monter une personne en chaise roulante là, du niveau plancher au seuil d'entrée là, au premier étage. Donc, cette dépense-là serait admissible aux deux crédits. Okay? Ça pourrait être quelque chose pour l'admissibilité domiciliaire, mais ça pourrait aussi être une dépense qui est considérée dans les frais médicaux. Chose particulière qui est très rare, c'est que je pourrais demander les deux crédits à l'égard des mêmes dépenses. Habituellement, lorsque j'ai considéré des dépenses à l'égard d'un crédit, bien, je ne peux pas demander un autre crédit. Mais dans ce cas-ci, je pourrais aller chercher les deux à la fois, en autant que les dépenses que j'ai engagées là, répondent aux critères des deux crédits, naturellement. Donc, le crédit pour rénovation d'habitation multigénérationnelle, donc c'est un tout nouveau crédit, il est là depuis l'année passée seulement. Donc, c'est un peu comme l'admissibilité domiciliaire, ben, dans le sens que je peux le réclamer là, pour une personne, un aîné, ou encore pour une personne adulte là, qui a droit au crédit d'impôt, personne handicapée. Donc, c'est la personne aînée qui le demande elle-même, ou c'est une autre personne.
OK? On va voir tout à l'heure, on parle de particulier déterminé, particulier admissible, donc on verra qu'est-ce que c'est exactement. Je peux demander le crédit à l'égard d'une rénovation admissible seulement. Donc, qu'est-ce que c'est une rénovation admissible? Bien, c'est une rénovation qui crée un logement secondaire annexé ou en tout cas à côté de ma maison là, afin de permettre là, à la personne d'y vivre. Donc, c'est-à-dire logement secondaire, logement autonome, qui remplit les conditions suivantes. Ça veut dire qu'il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain, une aire de repos, satisfait aux exigences locales là, à titre d'habitation secondaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que mon parent vient habiter dans ma maison ou une personne handicapée, peu importe la personne admissible, vient habiter dans ma maison que j'ai le droit à ce crédit-là. OK? Le critère d'importance à retenir dans le crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle, c'est que je dois créer un logement secondaire indexé à ma maison dans lequel il sera complètement autonome. Il aura son adresse, son entrée privée, sa cuisine, sa salle de bain, etc. Donc, il faut faire attention. L'autre, l'accessibilité domiciliaire, c'était plus une personne qui vient vivre avec moi et j'adapte ma maison actuelle en fonction des besoins de cette personne-là. Là, ici, je dois créer un logement secondaire. Donc, le crédit, la valeur maximum, c'est 50 000 de dépenses admissibles avec un taux de crédit à 15 %. Donc, c'est un crédit que je peux aller chercher jusqu'à concurrence de 7 500 $. Et comme je disais tout à l'heure, là, il peut être demandé soit par un particulier déterminé ou un particulier admissible. Donc, le particulier déterminé, c'est l'aîné de 65 ans et plus ou la personne handicapée. Et le particulier admissible, c'est le proche de la personne aînée ou du particulier handicapé. Là. Ça peut être le parent, le grand-parent, l'enfant, le frère, la sœur, etc., qui est propriétaire du logement, de la maison à la base. Donc, travaux de rénovation admissibles, donc rénovation ou modification ou ajout d'un logement admissible qui est à la fois de nature durable, il fait partie intégrante du logement admissible de la maison, est effectué pour permettre là, à un particulier de résider avec ses proches. Les dépenses admissibles sont directement attribuables à des travaux de rénovation, apporter un logement. Est engagé à la fin de la période de rénovation. Bon, c'est un peu trop de détails, là, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que je dois créer un logement secondaire à même ma résidence. Ou ça pourrait être aussi, je pense, peut-être, Chantal, corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense que ça peut être aussi un genre de petit logement indépendant sur mon terrain, là, qui n'est pas nécessairement annexé à ma maison. Je pense que tu as raison. Oui, hein? Il me semble que j'ai vu ça aussi, là, un genre de petit chalet là, qui serait sur mon terrain, là, mais qui ne serait pas nécessairement attaché à ma résidence. Donc, les dépenses admissibles pour des travaux de rénovation ne sont pas des dépenses admissibles. Les travaux qui sont pour des réparations, ou d'entretien annuel, pour acquérir des électroménagers ou n'importe quel autre ameublement, des travaux ménagers, travaux de jardinage. Donc, vraiment, c'est des travaux de construction qui sont admissibles et non pas là, le fait d'acheter, de meubler l'appartement ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment tout ce qui touche la création du logement secondaire. Crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est quand même intéressant. C'est un crédit qui est remboursable. Donc, crédit remboursable, tantôt on disait le crédit d'impôt non remboursable, il faut que j'ai de l'impôt à payer pour en bénéficier. Là, le crédit d'impôt remboursable, ben, c'est dès que je rencontre les critères d'admissibilité, j'aurai le droit à un remboursement d'impôt. OK? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'impôt à payer comme tel. Donc, le crédit vise les personnes de 70 ans et plus. Le taux de crédit pour 2024, c'est 38 %.
Le montant maximal des dépenses admissibles pour une personne autonome, 19 500. Pour une personne non autonome, 25 500. C'est possible de recevoir ce crédit-là par versement anticipé. Souvent, on va voir le versement du crédit par anticipation pour les personnes qui résident dans une résidence pour aînés, là, dans un RPA. Lorsqu'on le reçoit par anticipation, ce qui est important, il faut faire attention, c'est que s'il y a un changement dans la structure du couple, c'est-à-dire que si je me sépare, s'il y a eu décès, si j'ai un nouveau conjoint ou s'il y a un déménagement, on était dans une résidence pour aînés, on change d'endroit, bien, il faut revoir le calcul, OK, pour ne pas avoir des surprises en fin d'année et être obligé de rembourser des montants qu'on a eus par anticipation. Donc, dès qu'il y a un changement dans la situation familiale, je dirais, dans la situation du couple, bien, on doit aviser là, Revenu Québec pour refaire les calculs. Le crédit est réductible en fonction du revenu. Donc, il y a deux paliers là, au niveau du seuil de réduction. J'ai un premier seuil de réduction pour les personnes, là, une personne seule, autonome ou un couple composé de 2 personnes autonomes. Donc, mon premier seuil de réduction sera de 3 à partir d'un revenu de 69 040. Donc, si mon revenu familial est inférieur à 69 000, je n'ai pas de réduction, je ne suis pas affecté par la réduction. Donc, entre 69 000 et 111 845, j'ai une première réduction qui se fait à 3 et si mon revenu familial est supérieur à 111 845, bien, j'aurai une deuxième réduction un peu plus élevée là, de 7 Ce qui fait que, dans le fond, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si le revenu est inférieur à 69 000, il n'y a pas de problème. Mais si je me situe, par exemple, entre 69 et 111 845, bien, avant de peut-être demander ou chercher à avoir les factures de dépenses admissibles du contribuable, bien, il faut savoir que j'aurai une réduction. Donc, si le revenu familial est à 80 000, bien, il faut que j'ai des dépenses admissibles pour au moins 330 $. C'est ma réduction que j'aurai à 80 000. À 90 000, j'aurai une réduction de 630 $. Donc, il faut que j'aille au moins 630 $ de dépenses admissibles pour qu'il me reste un montant à récupérer. Et ainsi de suite, là, j'ai fait plusieurs tests. Là, à 100 000, c'est 930. À 120 000, je suis rendue avec une réduction de 1 855. Donc, il faut penser à ça. Il faut quand même avoir suffisamment de dépenses, surtout quand le revenu est supérieur à 69 000, le revenu familial, pour pouvoir le considérer avoir quelque chose. Je vous ai mis les dépenses admissibles en fonction du lieu d'habitation de l'aîné, parce que dans le fond, le crédit pour maintien à domicile, beaucoup de dépenses sont les mêmes pour chaque situation d'hébergement, si on peut dire, là, chaque endroit où je reste, mais il y a aussi certaines restrictions. Ces choses-là, vous pouvez les retrouver dans le guide des mesures fiscales, dans la fiche sur le crédit pour le maintien à domicile. Donc, c'est un peu du copier-coller de la fiche que j'ai fait pour vous démontrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si la personne vit dans un établissement de santé, c'est-à-dire dans un centre hospitalier, un CHSLD, un immeuble habitation où sont offerts des services de ressources de type familial ou intermédiaire, ou encore installation maintenue par un centre hospitalier, un centre d'accueil pour les Autochtones, bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est compris dans les services admissibles? Bien, c'est les services qui ne sont pas fournis par l'établissement de santé, OK, où ce que l'aîné habite. On sait que dans le CHSLD, j'ai beaucoup de soins qui sont offerts. J'ai des soins infirmiers, c'est compris dans le coût du logement. Hein, les soins infirmiers, les médicaments, les services, peut-être l'entretien ménager de la chambre, etc. Donc, tout ce qui est compris dans le coût d'hébergement, ben, je ne pourrais pas le considérer aux fins du crédit. Donc, dans ces situations-là, les exemples de services admissibles, ben, ça peut être le service d'aide à l'habillage, à l'hygiène,
l'aide au bain, certains services infirmiers s'ils ne sont pas offerts par l'institution, par l'établissement de santé, services d'entretien de vêtements, services là, de soutien civique qu'on appelle là, aider pour se déplacer, la gestion du budget. Donc, pour chacun des cas, donc là, ici, c'était l'établissement de santé. Bien, vous avez ici pour l'immeuble en copropriété, donc les condos. Hein, les frais de condo, ça peut donner droit au crédit pour le maintien à domicile. Donc, j'ai une série de services admissibles, non admissibles. Même chose si je reste dans un logement qui n'est pas une RPA, une résidence pour aînés, est-ce que j'ai le droit? Et finalement, si je demeure dans ma maison, ma propre maison, ou encore dans une résidence pour aînés. Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Chantal, par rapport à ça? Au crédit? On ne t'entend pas. Ton micro est fermé. OK. OK, bon, bien, c'est vrai, c'est qu'il est à retardement, moi aussi, mon micro, là. Tu restes trop loin. Oui, c'est ça. Il y avait juste un commentaire dans la conversation qui peut être pertinent d'ajouter. La personne dit, ben, à l'égard des versements anticipés. Okay, c'est sûr que quand tu fais tu demandes les versements anticipés du crédit de maintien à domicile, ben, comme tout versement anticipé, on s'est basé sur des revenus X, etc. L'année où je vais faire ma déclaration de revenus, ben, c'est possible que mon revenu soit plus élevé et que là, ben, finalement, je dois rembourser lorsque je produis ma déclaration de revenus, les versements anticipés que j'ai reçus. Fait que c'était un commentaire, c'est vrai ce commentaire-là, mais c'est vrai pour l'ensemble des montants anticipés qu'on reçoit, là, que ce soit pour des frais de garde ou peu importe. Fait que je pense que ça peut être le fun, oui, quand on réfléchit à quel revenu je vais mettre au fin du versement anticipé, ben, peut-être que je peux mettre un revenu un petit peu plus élevé pour éviter à la fin de l'année ceux qui n'aiment pas devoir rembourser là, les montants. Donc, voilà. Effectivement, très bon point, là, parce que c'est ça, on va venir inclure dans notre revenu ce qu'on a reçu par anticipation. Et là, on va calculer le montant auquel on a réellement droit en fonction du revenu qu'on a eu, le revenu réel qu'on a eu durant l'année. Et la différence entre les deux, ben, soit je peux récupérer une partie, soit je dois rembourser une partie. Si j'en ai trop reçu par anticipation, je devrais rembourser. Puis si j'en ai pas eu assez, ben, je pourrais avoir un remboursement dans ma déclaration. Donc, de façon graphique, donc petit graphique, ce que ça montre, ce que ça représente dans le fond avec les seuils de réduction, on voit là qu'arrivé à 111 845, on voit que la pente est plus raide pour le crédit. Là, la réduction, le crédit diminue plus rapidement. Donc, c'était juste des fois pour les personnes qui sont plus visuelles, là, on peut voir l'effet des seuils de réduction. On vous a mis aussi des liens utiles pour le crédit maintien à domicile. Je sais qu'il y a peut-être que ça l'intéresse plusieurs personnes, plusieurs ont des questions par rapport à ça. Donc, je vous ai mis 3 sites au niveau de Revenu Québec, qu'on peut aller chercher de l'information. Et naturellement, bien, le site de la Chaire avec la fiche du guide des mesures fiscales là, sur le maintien à domicile. Donc, assurément que vous allez trouver là, toute l'information dont vous avez besoin là, pour bien comprendre comment il fonctionne et aussi les dépenses admissibles. C'est très bien expliqué sur le site de Revenu Québec. Autre crédit spécifique au Québec, c'est le crédit pour les frais engagés pour maintenir l'autonomie. Donc, c'est un crédit remboursable aussi, comme le crédit maintien à domicile. Ça s'applique aussi, ça vise les personnes de 70 ans et plus. Le taux de crédit est de 20 % et c'est sur les dépenses qui ont été engagées là, pour l'achat, la location, l'installation de biens admissibles dans le lieu de résidence principal. Il y a une franchise, c'est-à-dire que le premier 250 $ de frais qui sont engagés n'est pas admissible au crédit. Donc, je considère juste les frais supérieurs à 250. Qu'est-ce que c'est les dépenses admissibles? Donc,
je vous en ai mis une série. C'est pas mal exhaustif, là. C'est pas mal les dépenses qu'on retrouve qui peut être considéré aux fins de ce crédit-là. Donc, les dispositifs de télésurveillance centrés sur la personne, les dispositifs de repérage d'une personne, de localisation GPS, des biens ayant pour objet d'aider une personne à s'asseoir sur une cuvette ou se relever ou entrer et sortir d'une baignoire. Une baignoire à plein pied, une douche plein pied, un lit d'hôpital. Un fauteuil monté sur rail pour transporter une personne d'un étage à un autre étage. Un système d'avertissement destiné aux personnes malentendantes. Des prothèses auditives, je pense que c'est celui qu'on voit le plus fréquemment. La marchette, le déambulateur, la canne, la béquille, fauteuil roulant. Donc, c'est pas mal là, les dépenses qui sont admissibles pour le crédit. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le premier 250 $ n'est pas admissible, mais le reste, là, je pourrais, puis c'est un crédit remboursable. Donc, pas nécessaire d'avoir d'impôts à payer. Il y a plusieurs aussi de ces dépenses-là qui peuvent aussi être admissibles au crédit pour frais médicaux. Tantôt, rappelez-vous, quand on parlait de l'accessibilité domiciliaire, je vous ai dit, bien, certaines dépenses qu'on engage sont admissibles à ce crédit-là, mais sont aussi admissibles au crédit pour frais médicaux. Puis si c'est le cas, bien, je pourrais demander les 2 crédits à la fois. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il faut que je fasse un choix. Okay? Si je demande le crédit pour frais engagés là, pour maintenir l'autonomie, mais même si les dépenses sont admissibles, seraient admissibles aussi au crédit pour frais médicaux, je ne peux pas demander les 2. Donc, je dois faire un choix. Et bon, parfois, personnes âgées ont peu ou pas d'impôts à payer. Donc, il pourrait être intéressant de demander le crédit remboursable pour maintenir son autonomie. Mais si j'ai de l'impôt à payer, suffisamment d'impôts à payer, il est peut-être plus avantageux de demander le crédit pour frais médicaux, le crédit non remboursable pour frais médicaux, parce que je vais pouvoir considérer, je n'aurai pas ma franchise de 250 $. Donc, si j'ai suffisamment d'impôts à payer pour couvrir le total de mes dépenses admissibles, bien, peut-être que je serais mieux d'aller vers le frais médicaux. Oui, c'est le taux est de 20 % aussi. Oui, c'est un crédit non remboursable, mais je n'ai pas ma franchise à payer. Donc, si je n'ai pas d'impôt à payer, parce que mes revenus ne sont pas trop élevés, bien, je vais peut-être être plus tenté d'aller vers le crédit remboursable à la place. Il faut juste penser qu'il y a la première partie de... On a une portion qui est exempte à titre de frais médicaux, là. C'est ça, c'est ça. Oui, effectivement aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on peut, comparer, c'est ça. On peut comparer, on peut voir les deux, là. Moi, je sais que quand j'en ai qui s'appliquent aux déclarations d'impôts que je produis, bien, je vais faire le test, je vais regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux. Hein. Si je le mets en frais médicaux, ça me donne tant de remboursement. Si je le mets en crédit remboursable pour pour les frais engagés, maintenir l'autonomie, ça me donne tant. Bien, je vais aller chercher là, celui qui est le plus avantageux. Crédit pour prolongation de carrière. Donc, pour 2024, c'est la dernière année qu'on le voit tel qu'on le connaît. Okay? À partir de 2025, le crédit pour la prolongation de carrière va subir des modifications quand même assez importantes. Donc, c'est un crédit qui est non remboursable. Il faut avoir de l'impôt à payer. Il n'est pas transférable, il n'est pas reportable. Donc, au mieux, je réduis mon impôt à 0. Puis le reste, je le perds. Je ne peux pas transférer à mon conjoint. Ça ne fait pas partie des crédits qui sont dans le mécanisme de transfert entre conjoints non plus. Puis je ne peux pas dire, bien, la portion que je n'ai pas utilisée, je l'utiliserai l'année prochaine. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. L'âge d'admissibilité, 60 ans. OK? Je dois avoir 60 ans à la fin de l'année. Le taux de crédit, 14 %. Le revenu admissible au crédit, c'est le revenu de travail. Donc, c'est le traitement, le salaire, le revenu net d'une entreprise exploitée par le particulier. Le revenu que je gagne ne doit pas provenir d'une personne, d'un employeur avec qui j'ai un lien de dépendance et il doit excéder 5 000 $. Donc, si
Si la personne est âgée de 60 à 64 ans, ben, le montant maximum est de 10 000 fois 14 %. Si la personne a 65 ans et plus, ben, c'est 11 000 fois 14 %. C'est un crédit qui est réductible en fonction du revenu de travail individuel. Donc, je vais vraiment considérer, je peux avoir ce crédit-là présentement, je pourrais avoir un revenu à 150 000, mais avoir un revenu de travail, parce que je travaille à temps partiel, je ne sais pas moi, de 15 000 ou 20 000, aller chercher le plein montant du crédit. Okay? Parce que la réduction, présentement, elle se fait sur le revenu de travail admissible et non pas sur le revenu net. Donc, une petite représentation graphique de ce que ça donne, là. Les personnes de 60 à 64 ans, donc maximum 1 400. Pour les travailleurs là, de 65 ans et plus, mon crédit maximum de 1 540. Et là, à partir de 40 925 de revenus, ben, je commence à avoir une réduction là, qui se fait. Donc, dans la mise à jour économique de l'automne 2024, le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs modifications au crédit pour la prolongation de carrière là, qui sont applicables à compter de l'année d'imposition 2025. Donc, on a décidé d'hausser l'âge d'admissibilité de 60 à 65 ans. Donc, les personnes de 60 à 64 ans n'auront plus droit au crédit. Le montant de l'exclusion des premiers dollars de revenus de travail admissibles va passer de 5 000 à 7 500. Par contre, le revenu, ça va être indexé annuellement. Présentement, c'était 5 000 $. Ce n'était pas quelque chose qui était indexé. Là, à partir de 2026, le montant de 7 500 sera indexé annuellement. Le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit va être calculé, bon, il va être bonifié. Il va passer de 11 000 à 12 500. Et là aussi, le montant sera indexé de façon annuelle. Le seuil de revenu, le seuil de réduction va être haussé. Donc, ça va prendre plus de temps avant que je commence à avoir une réduction. Donc, cette année, en 2024, le seuil de réduction, ça commence à 40 925. Bien, en 2025, ça sera 56 500. Autre différence, autre modification, c'est la réduction. Tantôt, on parlait qu'elle s'effectuait en fonction du revenu de travail admissible. Maintenant, elle va se faire en fonction du revenu net. Donc, tantôt, je vous disais, je pourrais avoir un revenu net à 150 000, mais si j'ai un revenu de travail de 15 ou 20 000, j'ai le droit au crédit. Mais là, ça ne sera plus le cas parce que ce ne sera plus le revenu de travail qu'on va considérer dans la réduction, mais bien le revenu net, c'est-à-dire le revenu total de l'ensemble de mes revenus. Le taux de réduction applicable va passer de 5 à 7 %, donc je vais le perdre plus rapidement. Et aussi, là, il y avait une règle d'antériorité, OK. Pour les travailleurs nés avant le 1er janvier 1955, ça va être aboli. J'ai eu la misère un peu à dire ce mot-là. Hein? Donc, c'est ce qu'on avait, c'est le petit tableau qu'on avait dans la mise à jour économique là, qui donne une vue globale là, des modifications qui vont être faites. Si tu avais quelque chose à ajouter, Luc, par rapport à ce crédit-là? Non, tout est bon. Tout est bon? Dans le truc d'antériorité, je voulais juste dire qu'il y avait peu de gens qui se qualifiaient. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que j'avais de la misère à le dire. Donc, une grosse réforme du crédit prolongation de carrière. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont le perdre, là, qui n'auront plus droit. Là, que les 60 à 64 ans n'auront plus droit au crédit. Autre crédit spécifique au Québec, c'est le crédit pour le soutien aux aînés. Donc, ça fait quelques années, je pense que c'est la 3e année qu'il est là. Donc, crédit remboursable, encore une fois, pour les personnes de 70 ans et plus, citoyens canadiens ou résidents permanents. Là. Donc, la valeur du crédit, c'est un montant qui est non indexé annuellement. C'est un 2 000 $ par personne admissible. Le crédit peut être partagé entre conjoints ou un conjoint peut réclamer son crédit à lui puis le crédit de son conjoint aussi.
Donc, le seuil de réduction, pour une personne seule, 27 065. Pour un couple, 44 015. Le taux de réduction, il augmente à chaque année. Donc, au début, c'était 5 %. En 2023, ça a été 5,16 %. En 2024, c'est 5,31 %. Et en 2025, ça sera 5,40 %. Donc, quand je veux dire, le seuil de réduction augmente, mais le taux de réduction augmente aussi, ce qui fait que le seuil de sortie pour ne plus avoir droit au crédit reste quasi inchangé. Donc, même si ça fait en sorte que mon seuil de réduction est augmenté, bien, étant donné qu'on augmente le taux de réduction, c'est que j'aurai un seuil à chaque année, j'aurai un seuil sensiblement similaire là, pour ne plus être admissible au crédit, là, pour que le crédit soit ramené à 0. Petite représentation graphique encore une fois. Donc, la ligne en bleu foncé, c'est pour un aîné seul. Donc, l'aîné seul à 64 730, il n'a plus droit au crédit. Un couple de 2 aînés de 70 ans et plus, la ligne en pointillé, donc on peut aller chercher au maximum 4 000 $. Et là, ma réduction, mon taux de réduction s'applique et mon seuil de sortie est à 119 345. Un couple comptant un seul aîné de 70 ans et plus, donc la ligne en jaune, donc à 81 680, on n'a plus rien. C'est rendu à 0. Le crédit pour personnes aidantes, le crédit du Québec, personnes aidantes, donc c'est un crédit qui se présente sous 2 volets. Donc, le premier volet vise les personnes de 18 ans ou plus atteintes d'une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, donc qui ont besoin d'assistance pour accomplir des activités courantes de vie quotidienne. Ça prend une attestation de déficience, donc le TP 752.0.14. Donc, c'est sous le volet 1, la personne aidée doit être admissible au crédit pour personnes handicapées. Donc, ça peut être la personne aidée, ça peut être mon conjoint, mon père, ma mère, grand-père, etc. Là, vous avez une série ici de personnes pour qui ça peut être admissible, à l'égard de qui ça peut être admissible. Ça peut même être admissible pour une personne sans lien familial. Donc, ça pourrait être mon voisin qui a besoin d'aide dans l'accomplissement de ses activités courantes de vie quotidienne. Mais dans ce cas-là, quand la personne n'a pas de lien familial, je dois obtenir le formulaire TP 1029.an.a, donc un formulaire qui est rempli par le médecin traitant de la personne aidée et qui doit être renouvelé là, à tous les 3 ans. Sous le volet 2, donc le volet 1, personnes admissibles au crédit, personnes handicapées. Sous le volet 2, c'est pour les personnes de 70 ans et plus sans déficience grave et prolongée. Donc, personne n'est pas admissible au crédit personne handicapée, mais est âgée de 70 ans et plus. Et là, je peux demander à l'égard des personnes suivantes, donc le père, la mère, grand-père, un peu les mêmes que sous le volet 1, mais dans ça, je n'ai pas le conjoint et je n'ai pas les enfants. Okay? Donc, je ne comprends pas le conjoint, ni l'enfant, le petit enfant, le neveu, la nièce, le frère ou la sœur de l'aidant ou de son conjoint. Donc, c'est la différence là, au niveau des personnes aidées. La période d'aide, au moins 365 jours consécutifs, dont 183 jours dans l'année d'imposition, sauf en cas de décès. C'est-à-dire que la période d'aide a pu commencer, si je veux demander le crédit en 2024, la période d'aide aurait pu commencer en 2023. Mais là, il faut que ça fasse un total de 365 jours consécutifs avec au moins 180 jours dans l'année. C'est-à-dire que si, par exemple, je commence à vivre avec mon père qui est âgé de 75 ans, qui s'en vient vivre chez moi, s'il a commencé à habiter avec moi le 1er octobre 2024, pour 2024, je n'aurai pas le droit au crédit
parce que ça fait pas 365 jours, puis je n'ai pas hébergé mon père pendant 183 jours durant l'année. Il est possible de partager les montants, OK, si chacune des personnes est aidée à cohabiter avec la personne ou aidée pendant au moins 90 jours. Donc, possible de partager là, autant le volet 1 que le volet 2. Restriction, la personne aidée ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ou une installation du réseau public. Donc, dans la situation où je vis dans un RPA avec ma mère qui est handicapée ou encore mon père vit dans un CHSLD, même si c'est moi qui s'occupe de toutes ces choses, c'est moi qui va faire ses commissions, c'est moi qui l'aide dans toutes sortes de choses de la vie quotidienne. Ben, le fait qu'il demeure dans des installations du genre fait en sorte que je ne suis pas admissible. Donc, ça vient bloquer l'admissibilité au crédit. Donc, le crédit, je l'ai dit tantôt, crédit remboursable. Donc, les montants qu'on peut aller récupérer, aller chercher sous le volet 1. Donc, on se rappelle, pour une personne qui est admissible au crédit personne handicapée. Donc, j'ai un montant de base de 1 453 qui est non réductible en fonction du revenu. Et je peux aller chercher un montant supplémentaire de 1 453 qui, lui, est réductible là, en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, si la personne aidée a un revenu là, qui excède 34 866, mon crédit est à zéro et j'aurai seulement là, la portion de 1 453, la portion de base qui, elle, est non réductible. Ça, c'est le volet 1 avec cohabitation. Donc, quand il y a cohabitation, je peux aller chercher 2 fois le montant de 1 453. Selon le volet 1, je pourrais y avoir droit aussi, mais ça pourrait être dans une situation qui n'a pas de cohabitation avec la personne aidée. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas le droit à la portion non réductible. J'aurai seulement droit à l'autre portion, là, celle qui est réductible en fonction du revenu et qui est ramenée à zéro lorsque le revenu de la personne aidée là, excède 34 800. Sous le volet 2, donc personne aidée de 70 ans et plus, mais qui n'inclut pas mon conjoint et d'autres personnes. Donc, je peux aller chercher un seul montant de 1 453 et cette portion-là n'est pas réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Les frais payés pour les services spécialisés de relève. Donc, en plus du crédit pour personnes aidantes, dans l'annexe H qu'on remplit, j'ai une ligne à la ligne 266. Donc, dans les cas où la personne aidante a payé pour des frais de répit qui se qualifient là, à titre de service spécialisé de relève, ben, je pourrais avoir un montant additionnel dans le cadre du volet 1. Donc, c'est un montant maximum, là, 30 de 5 200. C'est un montant qui n'est pas réductible en fonction du revenu. Et qu'est-ce que c'est exactement, là, les frais payés pour les services spécialisés de relève? Bien, c'est des services là, payés pour des soins à domicile. Ça peut être la garde, la surveillance, en plus des soins de santé, par exemple, payés à un infirmier, une infirmière. Les personnes qui fournissent le service, la personne qui fournit le service, c'est soit un employé de l'aidant naturel, un travailleur autonome ou une personne travaillant pour une entreprise. La personne doit détenir un diplôme reconnu. Donc, ça ne peut pas être un ami ou le frère ou peu importe. Il faut que la personne ait un diplôme reconnu. Et là, on vous a mis le site de Revenu Québec là, qui vient dresser la liste là, des personnes qui sont reconnues là, pour les services spécialisés de relève. Donc, je peux aller chercher un montant supplémentaire, complémentaire là, au crédit pour personnes aidantes. Dernier sujet qu'on va vous parler ce soir, c'est la séparation volontaire. Donc, c'est quelque chose qui peut subvenir. Qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Donc, la séparation volontaire, c'est le couple
qui est séparé physiquement, qui ne vivent plus sous le même toit, mais aux fins fiscales sont toujours considérés comme un couple. Donc, OK, c'est une séparation qui survient pour une cause autre que la rupture ou le divorce. Donc, ça pourrait être, par exemple, en raison de la maladie. OK? Un des deux conjoints a des problèmes de santé, doit aller demeurer dans un CHSLD ou dans une autre résidence pour obtenir des soins. Donc, c'est une séparation involontaire. Donc, on ne vit pas ensemble, mais on n'est pas séparés parce qu'on s'est divorcé ou on s'est laissé. Donc, il y a des règles, il y a des choses qu'on peut aller récupérer parce qu'on est en séparation involontaire. Donc, la séparation n'a pas à être permanente. OK? Ça pourrait être pour un séjour de 6 mois, 1 an, peu importe. Là, c'est pas obligé que ça soit permanent, définitif. Si elle reprise la vie commune dans la même résidence, bien, la séparation involontaire est annulée. Donc, ce qu'on a pu bénéficier là, par rapport à la séparation involontaire, bien, c'est terminé. Oups. Donc, la séparation involontaire, ça doit être, c'est offert aux personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, il faut qu'il y ait au moins une des deux personnes du couple qui ait 65 ans. Il n'y a pas de changement dans le calcul de l'impôt à payer, car la séparation involontaire ne met pas fin à l'union. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, même si on ne vit pas ensemble, au fin de l'impôt, on fait nos déclarations d'impôt ensemble, on est toujours un couple. Donc, pour calculer les crédits, on va prendre là, le revenu familial. Caroline, excuse-moi, on avait une question dans la conversation en début lorsque tu as parlé du fractionnement de revenus de pension. Donc, j'attendais que tu arrives à ce moment-là pour le spécifier. On disait, est-ce que je vais encore bénéficier du fractionnement de revenus de pension, même s'il y a une séparation involontaire? Oui, absolument. Donc, absolument, parce que dans le fond, au fin de l'impôt, il n'y a pas de changement. OK? Dans la façon de calculer l'impôt à payer, il n'y a pas de changement parce qu'on est toujours un couple. Là où ça va changer, c'est au niveau du supplément de revenu garanti. Donc, je peux demander à Service Canada de recalculer le montant du supplément de revenu garanti pour que chacun reçoive ce dont il a droit. OK? Ça peut arriver qu'un des conjoints gagne, je ne sais pas, moins 70 000, puis l'autre conjoint gagne, un peu comme dans mon exemple sur le fractionnement de revenus. Donc, un gagne 70 000, l'autre gagne 15 000. Bien, c'est sûr que quand on prend le revenu familial, le supplément de revenu garanti, le couple, il n'y aura pas droit. Sauf que dans la situation où, par exemple, un des conjoints, il y a une séparation involontaire, un des conjoints s'en va rester en CHSLD. Au fin de l'impôt, on va continuer à faire nos déclarations d'impôt comme d'habitude, mais on va demander à Service Canada de recalculer le supplément de revenu garanti. Et là, on va calculer pour chacun. Donc, c'est-à-dire que la personne qui gagnait 70 000, il n'y aura toujours pas droit au supplément de revenu garanti, mais la personne, l'autre conjoint qui gagnait 15 000, bien, elle aura son calcul pour elle et là, elle sera admissible au supplément. Donc, c'est une possibilité là, que parfois, on ne connaît pas, on ne sait pas que ça existe. Donc, on vous a mis les informations, comment faire pour déclarer une séparation involontaire. Donc, il faut contacter Service Canada, soit par la poste, en personne au bureau de Service Canada, par téléphone ou en ligne dans mon dossier Service Canada. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. Il faut que je le précise, il faut que j'en fasse la demande. Du côté du Québec, qu'est-ce qu'il y en est? Bon, c'est sûr que du côté du Québec, je peux aussi faire la demande, mais dans ce cas-ci, ça sera pour un recalcul au niveau du crédit d'impôt pour solidarité. Donc, encore une fois, on continue à faire les déclarations de la même façon. Les deux déclarations des conjoints ensemble, tout ce qu'on peut aller chercher, on va l'avoir. Mais au fédéral, le supplément de revenu garanti, on le calcule séparément. Puis du côté du Québec, ce qui est du crédit pour solidarité, on peut redemander un calcul pour que chacun des deux conjoints ait
sa portion du crédit d'impôt solidarité calculé en fonction de ses revenus, des revenus individuels et non pas du revenu conjoint. Donc, encore une fois, on vous a mis là où quoi faire pour signaler l'information, donc par la poste ou encore par téléphone là, pour aviser de la séparation involontaire. Et voilà, donc ça faisait le tour des sujets de ce soir. Donc, Luc, je te redonne le contrôle. Parfait, merci. Fait que nous voilà rendus à la période de questions. Dans la boîte de conversation, il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues. Il y en a qui donnaient des réponses à des questions des autres. Évidemment, les réponses données par les participants à d'autres participants ne sont pas nécessairement validées par la chaire. Donc, à moins que les personnes intervenantes dans la conférence, là, Caroline, Chantal, Sophie, Luce ou moi, ayant répondu à certaines questions, c'est ça de ces réponses-là là, qui peut être, entre guillemets, plus officielles. Les autres, entre vous, on ne peut pas valider là, si tout a été exact. Luc, si tu me permets, il y avait une question dans la conversation à laquelle toi et moi, on a répondu. On a répondu avec notre compréhension du texte chacun. Et je ne suis pas sûre qu'on a répondu la même chose. Okay. En fait, on ne dit pas le contraire, mais je voudrais juste en profiter pour préciser et donner une réponse peut-être de vive voix plutôt que plus par détaillée, écrit. oui. C'est ça. Donc, on disait le crédit pour rénovation d'habitation multigénérationnelle. Quelqu'un a posé la question, si l'aîné achète la propriété avec moi, est-ce que le logement est admissible au crédit? Évidemment, toi, tu as répondu, ben, pour avoir le droit à ça, il faut qu'on crée un logement. C'est pour des rénovations, c'est pour la création d'un deuxième logement. Moi, j'ai répondu en disant, ben, si toutes les conditions sont respectées, ben oui, on va y avoir droit en pensant il va y avoir création d'un deuxième logement. En fait, ce n'est pas le fait que que l'aîné achète avec moi ou que l'aîné achète tout seul. C'est pas le fait, c'est pas l'achat de l'aîné. Il faut qu'on crée, il faut que ce soit une rénovation admissible. Donc, je pense qu'on était complémentaires tous les deux, mais je ne sais pas c'est quoi le sens exact. C'est ça, comme il n'y avait pas beaucoup de mots, des fois, c'est ça le danger. Puis là, les gens nous disent, ben là, j'ai acheté un duplex avec mon père aîné. OK, mais juste acheter un duplex, là, c'est pas admissible. À ce crédit-là, c'est vraiment de la rénovation. Et qu'il y a la création du deuxième logement. Exact. Pour la création, c'est ça, pour l'habitation multigénérationnelle. Et donc, c'est pour ça que... Donc, je voulais juste faire la petite précision. Mais c'est important. Oui, OK. Et donc, nous voilà donc rendus à la période de questions. Je vais reprendre le contrôle pour faire apparaître les questions que nous avons reçues et que nous allons répondre dans les prochaines minutes. Donc, première question, je crois que c'est Luce qui s'attaque à répondre à cette question-là concernant les déductions de crédit pour aînés. Pour les activités physiques et de maintien en santé. Alors, bonsoir tout le monde. Ce ne sera pas très long parce qu'il y a déjà existé un crédit d'impôt pour activité des aînés qui a été aboli. Donc, il n'existe plus depuis l'année 2023, mais c'était un petit montant qu'on pouvait réclamer, mais il est complètement disparu. Merci, Luce. Question suivante. Pour Sophie, concernant le seuil de la pension de sécurité de la vieillesse. Est-ce qu'on a toujours Sophie avec nous? J'espère, parce que c'est un chiffre précis. Oui. J'ai oublié, je parlais de ça, j'avais oublié d'ouvrir le fameux micro. Donc, la question nous demande quel est le seuil pour l'année 2025 à partir duquel il y a récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, le seuil minimal de récupération pour l'année 2025 est à 93 454 $. Et dans le fond, il y a aussi le seuil maximal, donc à partir de quand finalement on a l'entièreté de pension de sécurité de vieillesse là, qui est malheureusement récupérée. Bien là, le montant varie en fonction de l'âge. Fait que si on est âgé entre 65 et 74 ans,
Donc, le seuil va être de 151 668 $ et pour les particuliers âgés de 75 ans et plus, le seuil est de 157 490 $. Ce que je comprends aussi quand je regarde sur le site du gouvernement du Canada, c'est que ces montants-là ne sont pas tout à fait définitifs là, pour l'année 2025. Ils vont être ajustés. Là, il y a des ajustements trimestriels là, en fonction de ce que je comprends là, des taux par trimestre. Là. Donc, ça pourra varier un peu là, de quelques dollars là, d'ici à la fin de l'année. C'est ça. Parfait, merci. Donc, question suivante. Comment fonctionne le crédit pour maintien à domicile? Donc, Caroline, tu l'as déjà expliqué, mais je pense que tu peux donner plus de détails ici. Oui, je vais donner plus de détails parce que c'est une situation peut-être un peu particulière. Là. Dans le fond, on demandait comment fonctionne le crédit pour maintien à domicile lorsque le loyer fourni par un membre de la famille est gratuit, incluant l'électricité, le chauffage, Internet. La première question que je me suis posée quand je suis venue pour analyser cette question-là, c'est est-ce qu'il y a réellement un logement indépendant? Okay? Est-ce que c'est seulement une situation où mon parent, la personne le membre de ma famille vient vivre avec moi dans ma maison? Ou si vraiment il y a un loyer indépendant avec une entrée indépendante, cuisine, etc. Donc, c'est peut-être faire une nuance. C'est sûr que si la personne elle vient vivre dans ma maison, je ne charge pas le loyer, mais de toute façon, elle n'est pas propriétaire, elle n'est pas locataire. Fait que les seuls frais qu'elle pourrait avoir d'admissible au crédit pour le maintien à domicile, c'est les soins d'aide à la personne. À sa propre personne, elle ne pourrait pas rien avoir pour le coût du loyer, pour l'entretien, des choses comme ça. Elle n'est pas propriétaire, elle n'est pas locataire. Donc, moi, j'en arrivais à la conclusion que c'était les frais d'aide à la personne seulement. S'il y a l'existence d'un loyer indépendant, vraiment avec une entrée indépendante et tout le kit, là, de ce que je comprenais, corrigez-moi si j'ai tort, mes collègues. Dans la loi, on parle du montant payé pour un loyer. Donc, moi, je serais tentée de penser que s'il n'y a pas si on a un loyer dépendant, mais qu'il n'y a pas de coût de loyer, il n'y a pas de bail, il n'y a pas rien, je serais tentée de dire qu'il n'y a rien là, par rapport à ça. Là. Je veux dire, il n'est pas la personne, le parent, le membre de ma famille n'est pas locataire du loyer que je possède. C'est ce que j'ai trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé rien de précis sur le loyer gratuit. Je ne sais pas, Chantal, si toi, de ton côté, tu as des commentaires par rapport à ça, mais moi, je serais tentée de dire que s'il n'y a pas de montant payé, je ne peux pas demander la portion dans le crédit maintien à domicile pour le coût du loyer. C'est ça, il manque un peu d'informations, Ouais. savoir quel genre de logement, etc. Fait que je suis un peu d'accord avec toi, mais je ne peux pas confirmer non plus. Non, c'est ça. C'est ça, manquait un peu d'informations, mais c'est certain que si il n'y a pas de loyer indépendant, les seuls frais qui sont admissibles pour le crédit maintien à domicile, c'est les frais relatifs à la personne, là. L'aide à l'habillage, au bain, des choses comme ça. Pas les frais, pas des services qui sont rendus par l'aidant, par l'aidant naturel, mais par une personne indépendante. Parfait, merci. Bienvenue. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux données manquantes quand la question est entre guillemets trop courte. Donc là, on s'en va sur les mesures fiscales pour les aînés qui travaillent à temps partiel. Oui, c'est encore moi qui réponds à ça. Donc, quelles sont les mesures fiscales pour les aînés qui travaillent à temps partiel? Puis on posait aussi comme question complémentaire pour les travailleurs autonomes âgés de plus de 65 ans, comment choisir de ne plus cotiser là, à la Régie des rentes. Donc, les mesures fiscales disponibles pour les aînés qui travaillent à temps partiel, il y a le crédit pour la prolongation de carrière, OK, qui est encore disponible pour les 60 à 64 ans, mais 65 ans, il n'y a pas de problème là, pour cette année
il est pour le futur. On a aussi les autres crédits, là, le crédit pour emploi au fédéral. On a aussi le crédit qui est disponible pour les retenues qui sont faites à la source, là, les retenues à la Régie des rentes, les RQAP, l'assurance emploi. Donc, je peux aller chercher une petite réduction d'impôt. J'ai aussi la déduction pour travailleurs là, du côté du Québec. Pour le travailleur autonome là, âgé de 65 ans et plus, comment on fait pour choisir de ne plus cotiser à la Régie des rentes? Donc, pour le salarié, c'était un document qu'on devait envoyer au gouvernement, là, le RR50. Pour le travailleur autonome, en fait, c'est là, en produisant la déclaration d'impôt, qu'on va faire le choix. Et le choix se fait dans la nouvelle annexe U. Donc, dans la nouvelle annexe U, on va venir cocher une case pour dire qu'on ne veut pas cotiser à la Régie des rentes sur notre revenu de travailleur indépendant. Parfait. Donc, on arrive à la question suivante. À quel endroit dans la déclaration de revenus faut-il inclure des frais d'hébergement dans un centre de soins longue durée? Je vais laisser Luce s'attaquer à cette réponse. Merci. Cette Alors, question. voilà, je vais essayer de donner la réponse. Alors, quand on paie un loyer dans un CHSLD, donc vous savez que s'il y a très peu de revenus, ça se peut qu'on ne paye pas de loyer, mais en fonction des revenus de chaque personne hébergée, ça se peut qu'on ait un loyer à payer. Et à ce moment-là, le loyer payé à un CHSLD peut être considéré comme des frais médicaux, tant au fédéral qu'au provincial. Il y a cependant une condition, c'est qu'on ne peut pas réclamer le crédit pour personnes handicapées et les frais médicaux en même temps. Il faut choisir entre les deux, donc il faut faire les calculs à chaque fin d'année. Et pour le Québec, pour le crédit de maintien à domicile, bien sûr, il n'y a pas de maintien à domicile parce que je suis maintenant rendue dans un CHSLD. Donc, j'y aurai pas droit, à moins que je paye des services supplémentaires qui ne sont pas fournis par le CHSLD. Alors, le montant le plus important, c'est le montant total du loyer, qui peut être 2000, un peu plus que 2000 pour une chambre simple pour ceux qui payent le montant le plus élevé. C'est 24 000 par année, un peu plus que ça, qui pourrait être considéré comme étant des frais médicaux qu'on pourra réclamer aux deux niveaux de gouvernement. Voilà. Ton micro, Luc. Est-ce que l'abolition du fractionnement de revenus de pension est une possibilité? Des discussions ont-elles eu lieu à ce sujet ou des rumeurs? Bon, mais tout est une possibilité, dans le fond, en politique fiscale. Mais on n'a pas vraiment entendu ou il n'y a pas vraiment eu de signaux comme quoi il pourrait y avoir des changements concernant le fractionnement de revenus de pension. Cela dit, du côté du Québec, lors du dernier budget, le ministre des Finances a dit qu'il regarderait l'ensemble des dépenses fiscales pour faire le ménage. On sait déjà que Québec a resserré le fractionnement de revenus de pension en 2014. Donc, oui, techniquement, c'est possible que ça puisse être fait, dire on va mettre un maximum de montants qui pourraient être fractionnés. Le fractionnement ne permettrait pas à la personne qui reçoit le revenu de pension fractionné d'avoir droit au crédit d'impôt pour revenu de pension. C'est toutes des possibilités. Certaines ont été analysées par la Chaire, mais on ne peut pas dire qu'en ce moment, là, il y a vraiment des possibilités que le fractionnement soit revu ou éliminé, ni du côté d'Ottawa, ni du côté de Québec. J'arrive à la question suivante. Je crois que Chantal va y répondre concernant une situation là, avec un peu de détails. OK. Ici, ce qu'on présente, c'est on a une personne aidée. Elle a deux personnes qui prennent soin d'elle. Donc, pas juste une personne. Et ici, elle reçoit de l'aide de deux personnes différentes, soit son conjoint avec qui elle vit et sa sœur qui, elle, ne vit pas avec le couple. Donc, on nous pose la question, est-ce que c'est possible de partager? En fait, la question disait les crédits pour aidants naturels. On va les crédits pour aidants naturels. Nous, on va le séparer. Le crédit canadien d'abord et ensuite le crédit du Québec qui s'appelle le crédit pour personnes aidantes. Donc, si on reprend le crédit canadien pour aidants naturels, bon, j'aime bien pouvoir dire
faisons un petit retour en arrière. Pour avoir droit au Crédit canadien pour aidant naturel, la personne doit être à notre charge en raison d'une déficience physique ou mentale. Ici, elle n'a pas besoin d'avoir le droit au crédit, elle n'a pas besoin d'avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, il suffit qu'elle soit à charge en raison d'une déficience. On n'a pas besoin qu'il y ait de cohabitation, ni même le crédit d'impôt personnes handicapées, c'est ce que je disais. Puis le Crédit canadien pour aidant naturel est réduit selon le revenu de la personne aidée. Donc, ici, il manque un peu d'informations. Fait que là, on se dit, est-ce qu'il est possible de fractionner, parce que c'est surtout ça la question, est-ce qu'il est possible de fractionner ce crédit-là entre deux personnes? Parce qu'on est deux qui en prennent soin. La règle générale, c'est oui, normalement, on peut fractionner le crédit entre deux personnes. Évidemment, on ne peut pas le doubler, hein, n'est-ce pas? On peut tout simplement le fractionner. Mais il y a deux situations. Malheureusement, c'est le cas qu'on a ici. Il y a deux situations où c'est impossible de fractionner entre deux personnes. C'est lorsqu'on réclame le crédit pour conjoint. Hein? Et là, c'est la situation que j'ai. On a le conjoint qui aide sa conjointe ou son conjoint, puis il y a la sœur. Donc, il n'y aura pas possibilité dans un cas comme celui-là de fractionner. Ça va être au conjoint de réclamer le crédit pour le fédéral. Pour le Québec, est-ce que la réponse est la même? Là, je vous rappelle, le crédit pour personnes aidantes au Québec, bien là, ça dépend quel volet on parle. Est-ce qu'on parle, on va le faire simple, est-ce qu'on parle du volet 2, qui est on vient en aide à une personne de 70 ans, on cohabite avec une personne de 70 ans ou plus. Dans ce cas-là, la personne aidée n'a pas besoin d'être handicapée, mais je dois cohabiter avec. Donc, assurément, la sœur ne peut pas le demander. Puis, le volet 2 n'existe pas pour le conjoint. Donc, si c'est parce que la personne aidée a 70 ans ou plus, personne ne peut le réclamer. Et si c'est le volet 1, c'est-à-dire que là, on vient en aide à une personne qui a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées et qu'il y a l'attestation à l'effet qu'elle a besoin d'aide pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne, puis ou elle est incapable de vivre seule et on ne parle pas de quelqu'un qui vit en résidence pour aînés. Dans ce cas-là, vous voyez, on a une série quand même de conditions. Dans ce cas-là, il serait possible de fractionner le crédit. Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? La prochaine question, la question 8, c'est aussi moi qui vais y répondre. On dit, ma conjointe est handicapée. On a soumis un formulaire médical qui est accepté à l'effet qu'elle a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Fait qu'on dit, est-ce que j'ai droit à un crédit à titre d'aidant naturel? On commence au fédéral. Donc, toujours la même chose. Le Crédit canadien pour aidant naturel, on n'a pas besoin nécessairement que la personne ait l'attestation à l'effet qu'elle a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, le fait de l'avoir, c'est formidable. Ça va vous donner droit au Crédit canadien pour aidant naturel, évidemment, selon le niveau de revenu du conjoint. OK? Donc, c'est ça. Pour le fédéral, c'est quand même relativement simple. Il faut juste vérifier c'est quoi le revenu. Au Québec, okay, on dit, ben là, comme la personne est handicapée, elle a le droit à son crédit d'impôt pour personnes handicapées, on va parler de quel des deux volets? On parle du volet 1, c'est-à-dire celui qui s'adresse quand on prend soin d'une personne qui a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si les autres conditions sont respectées, c'est-à-dire qu'on n'est pas en RPA, qu'on n'est pas dans une installation publique, que notre période d'aide est respectée, 365 jours, etc., ben oui, on aurait le droit à ce moment-là au crédit pour personnes aidantes au Québec. Et là, selon le niveau de revenu, ben, le montant peut varier, mais ça vous donne le droit au crédit pour aidant naturel. J'ai juste aussi une précision à l'égard du crédit d'impôt personnes handicapées. Je vous rappelle, comme c'est probablement nouveau pour vous, je vous rappelle que ce crédit-là, si votre conjointe n'en a pas besoin
pour réduire ses impôts, ben, il peut vous être transféré dans votre déclaration de revenus. Donc, vous pourriez demander le crédit. Elle pourrait vous transférer son crédit, ça n'a pas besoin selon son niveau de revenu. Et lorsque vous avez, puis ça, pour tout le monde, quand on reçoit l'attestation à l'égard du crédit d'impôt personnes handicapées, l'attestation complétée par le médecin une fois que c'est approuvé par Revenu Canada, etc., c'est pas rare que le Revenu Canada ou même Revenu Québec va nous dire ben écoute, on vous accorde le crédit et là, on recule. Depuis 2020, par exemple. Bien là, si vous avez cette attestation-là, faites des corrections de vos déclarations de revenus antérieures. Okay? On peut reculer jusqu'à 10 ans en arrière dans un dossier comme ça. Fait que souvent, sur le formulaire, ça vaut la peine d'aller voir depuis quand je suis admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc ça déborde un petit peu la question, mais je trouvais ça pertinent dans la situation. Parfait, merci Chantal. Donc, ça complète les questions que nous avons recensées pour y répondre dans le cadre de cette présentation-là. Donc, ça terminerait le tout. Donc, pardon. J'en profiterai pour remercier mes collègues qui se sont prêtés à l'exercice et de vous joindre à nous aussi nombreux. Et je vous donnerai donc rendez-vous, ceux qui le souhaitent, la semaine prochaine, le 25 février. Nous aurons donc une thématique un peu plus pointue, un peu plus particulière, la fiscalité et le décès. Mais si ça vous intéresse, joignez-vous à nous. Alors, à bientôt. Au revoir à tous.